Joyeux Noël mes petits aimants. Et ouais, je vais pas faire une vidéo. Bon, je sais pas trop ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui. Au début, j'avais pas vraiment prévu d'en faire une. Mais bon, on va voir. C'est quoi ça? Regardez mes petits aimants. Attendez. C'est quoi ça? De la part de Krampus. Oh non. Oh non. Non, pas lui. Oh non, non, non. Attendez. Je le sens mal. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Je regarde derrière. Oh non. Il est... Yo bande de démons FSO et autres gangsters par l'amour, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, mes chers camarades démons, je vous propose une affaire qui est dramatique, épouvantable, énigmatique et terrifiante. Et cette affaire, ce sera votre cadeau de Noël. Cadeau que je vous offre pour Noël. Voilà. J'espère qu'il vous plaira. Et je vais changer de bonnet parce que c'est pas... On se rapproche de Noël et... Attendez. Voilà. Aujourd'hui mes petits démons. Aujourd'hui, camarades démons. On se retrouve pour parler du mystère de la disparition du col Dyatlov. L'affaire du col Dyatlov semble tout droit sortie d'un film d'horreur de série B, dans laquelle 9 jeunes étudiants sont partis en vacances faire du ski dans les monts Oural en Russie. Mais ils n'y sont jamais arrivés. Finalement, leurs corps ont été découverts. 5 d'entre eux étaient gelés, à mort près de leur tente, et 4 autres enfouis dans la neige à une certaine distance, portant des blessures mystérieuses et très graves, avec une tête fracassée et une langue manquante. Tout paraît-il qu'ils avaient fui dans la terreur soudaine leur camp au milieu de la nuit, en ne prenant ni leur ski, ni de la nourriture, ni leur manteau chaud. Ils se sont précipités rapidement sur une pente enneigée vers une épaisse forêt où ils n'avaient aucune chance de survivre au froid mordant de l'ordre de moins de 30 degrés Celsius. Moins 30, plutôt les cahiers. Ah oui, oui, oui. Et à l'époque, les enquêteurs ont apparemment proposé la non-explication que le groupe était mort des suites d'une force inconnue, impérieuse, et puis ils ont tout simplement classé l'affaire comme top secret par le KGB. Après un demi-siècle, le mystère demeure. De quelle nature était de la mortelle force inconnue? Est-ce que les autorités soviétiques ont caché quelque chose? Et si oui, qu'ont-ils tenté de camoufler? Dans l'intervalle, un certain nombre de solutions ont été avancées, portant aussi bien sur des tribus hostiles ou des abominables hommes des neiges, ainsi que des technologies militaires aux extraterrestres et ovnis.
Yuri Yudin, l'un des qu'on pourrait qualifier de survivants à cette tragédie. Donc je vais vous expliquer pourquoi Yuri Yudin, qui était l'un des membres de cette randonnée, est toujours vivant. Je vous l'expliquerai ultérieurement. Yuri Yudin a dit: si j'avais la chance de poser une question à Dieu, ce serait: qu'est-ce qui est arrivé à mes amis ce soir-là? A raconté Yuri Yudin, qui était le 10e membre de l'expédition du destin et le seul survivant. Yudin était tombé malade et était rentré quelques jours plus tôt du voyage, mais aussi une douleur qu'il avait dans la jambe, qui fait qu'il n'a pas pu participer à la randonnée. Et le sort de ses amis reste un mystère douloureux pour lui, celui sur lequel il a tenté d'enquêter lui-même pendant plus de 60 ans. Maintenant, nous allons parler de l'expédition. Yuri Yudin et ses 9 compagnons avaient commencé leur voyage le 23 janvier 1959. Leur destination, Thornton, dans l'Oural du Nord. Lui et 8 autres étaient des étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural à Ekaterinbourg, situé dans la région de Sverdlovsk, qui est à 19 000 km à l'est de Moscou. Le groupe de l'Institut Polytechnique de l'Oural est composé de membres expérimentés du club de tourisme sportif, dirigé par Igor Dyatlov, âgé de 23 ans, respecté pour son expertise en ski de fond et en alpinisme. Leur itinéraire vers Lord Thornton, qui les verrait atteindre plus de 1000 mètres d'altitude, était classé comme catégorie 3, qui est le plus dangereux pour cette période de l'année. Mais l'expérience combinée des étudiants signifiait qu'il n'y avait rien d'inhabituel dans leur prise d'une telle expédition. Un groupe constitué au sein de l'Institut Polytechnique de l'Oural, installé à l'Ekaterinbourg, va être de cela. Étudiants et amis qui le composent sont tous des sportifs accomplis, ayant de l'expérience dans la pratique du ski de fond et du ski alpin. Leur chef, Igor Dyatlov, qui est alors âgé de 23 ans, est lui-même un expert dans cette discipline. Le reste du groupe était composé de 6 garçons dont le nom sont Yuri Yudin, comme je vous ai parlé précédemment, Yuri Dorochenko, Georgi Krikonisko, Rustem Slobodin, Nicolas Tibero-Brignolel et Alexander Kolevatov, et de 2 filles qui font également partie de l'aventure, Zina Kolmogorova et Ludmila Dubinina. Ils sont tous âgés d'une vingtaine d'années. Leur but est de monter une expédition devant les mener jusqu'à Thornton, qui est un mont culminant à plus de 12 mètres d'altitude situé dans le nord de l'Oural. Par la suite, un homme de 37 ans viendra rejoindre l'équipe et il s'appelle Alexander Zolotaryov. Il n'est bien sûr plus un étudiant, mais a recommandé auprès des autres par Igor Dyatlov ses aptitudes sportives. L'équipe est donc au complet et tout est prêt pour se mettre en charge. Ce qu'ils font le 23 janvier 1959, ils vont jusqu'à Ivdel en train, puis ils gagnent le village de Vizhai en camion, dernier lieu habité avant l'immensité enneigée et glacée qui les attend. C'est le 27 janvier 1959 que les choses sérieuses commencent et que les 10 randonneurs vont quitter la civilisation pour entamer leur expédition. Chaussés de leurs skis, ils vont suivre les chemins habituellement empruntés par les Mansis, qui sont une tribu d'autochtones qui vivent dans ces forêts et qui ont une certaine ressemblance avec les Inuits d'Alaska. Le lendemain, un des membres du groupe, Yuri Yudin, tombe malade à tel point qu'il quitte ses camarades pour rebrousser chemin. Il ne le sait pas encore, mais malheureusement, cette brutale indisposition va lui sauver la vie. Le reste du groupe atteint les hauts plateaux où ils décident d'établir leur camp de base, et c'est en ce lieu qu'ils vont laisser du matériel et de la nourriture destinés au voyage de retour. Le 1er février, la véritable ascension commence. Malheureusement, la météo semble contrarier les plans du groupe. En effet, une tempête de neige s'est levée, obligeant l'équipe à dévier son trajet vers l'ouest. Ils se retrouvent tous sur les pentes d'une montagne appelée Kolat Dialk.
montagne de la mort ou montagne morte en langue mansi. Ils prennent conscience qu'ils ont fait une erreur et décident de ne pas aller plus loin. À 17 h, la nuit tombe et il est donc plus prudent d'installer le campement pour la nuit. Leur longue tente est solidement ancrée au sol et il est temps maintenant de prendre un peu de repos. Avant le repas, les uns et les autres écrivent dans leurs journaux personnels sans oublier de faire le résumé de la journée dans le journal en commun, l'Otterton Soir. C'est à travers ces écrits qu'on a pu se rendre compte que le groupe semble de bonne humeur. Et c'est aussi là qu'ils ont noté d'atteindre leurs objectifs le lendemain après une dernière course de 10 km. Sans se douter un instant du triste sort qui les attendait. Puisque tous trouvèrent hélas la mort dans la nuit du 1er au 2 février 1959, dans ces circonstances difficilement inimaginables et toujours inexpliquées jusqu'à aujourd'hui. Le 12 février, le groupe aurait dû être de retour à Visailles, d'où leur chef aurait dû envoyer un télégramme au club de sport de l'Institut Polytechnique de l'Oural, afin de donner des nouvelles de l'expédition, mais l'Institut ne recevra jamais rien. En premier lieu, rien d'alarmant. Ce genre de retard dans une expédition peut arriver. Mais le 20 février, par contre, les familles des absents s'inquièrent et incitent l'Institut à envoyer un groupe de recherche composé d'enseignants et d'élèves, et par la suite la police et l'armée les rejoindront pour les appuyer et retrouver la trace des randonneurs. C'est le 26 février qu'un jeune étudiant bénévole fut le premier à rejoindre la tente des disparus. Celle-ci contenait encore les affaires des jeunes gens, dont leurs chaussures et tout leur équipement vital. Il y avait aussi des plats avec de la nourriture indiquant que les disparus s'apprêtaient à dîner lorsqu'ils durent s'enfuir dans la plus grande précipitation, et la tente présentait sur un des flancs de larges lacérations faites de l'intérieur à l'aide d'un couteau. Apparemment, c'est par là que les 9 amis se seraient échappés. On découvrit leurs empreintes de pas qui descendaient la pente de la tente, en direction d'une forêt située à 1,5 km au nord-est, et les affaires retrouvées dans celle-ci et les empreintes laissées supposaient que la plupart d'entre eux se sont précipités hors de la tente, pieds nus ou équipés d'une simple paire de chaussettes. Pour ne pas avoir pris le temps de s'habiller correctement et pour se protéger du froid, surtout quand on est loin d'être débutant et que l'on connaît les conséquences d'une telle négligence. Ils ont sans doute agi sous l'effet d'une peur irrépressible, déclenchant un mouvement de panique. Ce faisant, ils s'exposaient à une mort certaine. Puisque la température extérieure avoisinait les moins 30 degrés Celsius, leur frayeur avait sans doute été plus forte que la prudence et la raison. Et la question est, qu'est-ce qui a bien pu être à l'origine de cette peur? Donc le groupe avait projeté de revenir à Visailles au plus tard le 12 février, d'où Dyatlov enverrait un télégramme au club de sport de l'Institut en disant qu'ils étaient bien arrivés. Personne ne semblait inquiet lorsque le télégramme n'est pas arrivé comme prévu. Après tout, ce sont des skieurs expérimentés, et ce n'est que le 20 février, quand les parents des élèves inquiets ont donné l'alarme, que l'Institut a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage composée d'enseignants et d'étudiants, suivis par la police, l'armée, et qui les a envoyés des avions et des hélicoptères, comme je vous ai parlé précédemment. Les secouristes bénévoles ont trouvé, comme je vous ai dit, le camp abandonné le 26 février. Ils disent que nous avons découvert que la tente était à moitié détruite et recouverte de neige. Elle était vide et les affaires du groupe et les chaussures avaient été abandonnées, a déclaré Mikhail Charavin, l'étudiant bénévole qui avait trouvé la tente. Elle avait été coupée de l'intérieur avec des taillades obliques assez grandes pour permettre à une personne de passer. Des empreintes ont été découvertes dans la neige profonde d'1 mètre, laissées par des gens qui, portant des chaussettes, des bottes et une seule chaussure, ou qu'ils étaient complètement nu-pieds. Les empreintes ont été identifiées comme celles des membres du groupe, même s'il y a eu quelques doutes quant à savoir si elles correspondaient à 8 ou à 9 personnes. Il n'y avait aucune trace de lutte et aucun signe des étudiants eux-mêmes. Les empreintes descendaient la pente vers la forêt, mais disparaissaient après 500 mètres. À 1,5 km de la tente, les 2 premiers corps furent découverts. Georgi Krivonichenko et Yuri Dorochenko,
pieds nus et vêtus de leurs sous-vêtements, ont été retrouvés à la lisière de la forêt, sous un imposant sapin. Leurs mains étaient brûlées et il y avait les restes calcinés d'un feu à proximité des branches. Des branches d'arbres étaient brisées jusqu'à 5 mètres de hauteur, ce qui suggère que un des skieurs avait grimpé à la recherche de quelque chose et d'autres branches brisées étaient dispersées sur la neige. 300 mètres plus loin, gisait le corps de Dyatlov sur le dos, le visage regardant dans la direction du camp et serrant d'une main une branche. À 180 mètres vers la tente, les chercheurs trouvèrent Rustem Slobodin et à 150 mètres de lui gisait Zina Kolmogorova. Les deux semblaient avoir tenté de ramper vers la tente avec leur dernière force. Et selon les médecins, les 5 sont morts d'hypothermie. Seul Slobodin portait des lésions autres que les mains brûlées. Son crâne était fracturé, même si ce n'était pas considéré comme étant la cause de la mort. Selon l'écrivain Igor Zobotyov, qui a enquêté sur les décès, il est également apparu que certains d'entre eux avaient pris des vêtements sur les corps de ceux qui étaient morts. Les premiers dans une tentative pour garder la chaleur, et certains vêtements avaient des déchirures comme s'ils avaient été arrachés. Solotaryov portait le manteau en fausse fourrure de Dubinina et son chapeau, alors que le pied d'Dubinina était enveloppé dans un morceau de pantalon de laine de Krivonidenko. Thibaut Brignol avait 2 montres au poignet. L'une indiquait 8h14 et l'autre 8h39. Malgré les nombreuses questions en suspens, l'enquête a été close à la fin du mois et le dossier avait été envoyé à des recherches secrètes. Encore plus mystérieusement, les skieurs et d'autres aventuriers ont été exclus de la zone les 3 années suivantes. Après l'étude de la disposition des corps, il en découla qu'Igor, Rustem et Zina s'étaient efforcés de revenir à la tente, sans doute pour récupérer les équipements indispensables à la survie, mais leurs forces les abandonnèrent avant d'avoir atteint leur but. À noter que Zina semble avoir été plus loin que les 2 autres camarades. Les enquêteurs en ont déduit que les garçons ont peut-être essayé de la protéger de quelque chose en faisant le sacrifice de leur propre corps, et cela par le fait qu'Igor tenait encore une branche dans sa main, dont il a pu peut-être se servir pour se défendre à la fracture du crâne de Rustem Slobodin, qui peut permettre d'envisager cette hypothèse. La cause de leur mort reste quand même l'hypothermie, ainsi complètement gelée. Suite aux mauvaises conditions météorologiques, on ne rechercha pas tout de suite les 4 corps restants, et c'est au début du mois de mai, donc 2 mois plus tard, qu'on les retrouva. Ceux-ci étaient enfouis sous 4 mètres de neige dans une ravine de la forêt située seulement à 80 mètres du fameux pin. Et le rapport d'autopsie montra que, contrairement aux autres jeunes gens, Ludmila et Nicolas, ainsi qu'Alexander, étaient décédés de mort violente. Le crâne de Nicolas fut retrouvé pratiquement broyé, et les autres victimes présentaient de nombreuses fractures au niveau des côtes, comme soumises à une très forte pression. Le médecin légiste déclara que les blessures étaient équivalentes à celles provoquées par un accident violent comme d'une voiture. Par contre, les corps ne présentaient pas de lésions externes, un peu comme s'ils avaient été placés dans un gigantesque étau. Toujours de l'avis du médecin légiste, il fallait une force surhumaine pour arriver à de tels résultats. Ludmila fut certainement celle qui endura le plus de souffrance, car en plus d'avoir les côtes brisées, sa langue fut arrachée, de même que ses yeux et ses lèvres. Certains auraient avancé l'hypothèse d'une putréfaction naturelle en ce qui concerne la disparition des yeux, des lèvres et de la langue. Bien sûr, une enquête fut diligentée, mais devant tant d'éléments qui semblaient ne pas avoir d'explication conventionnelle, les autorités s'empressèrent de classer l'affaire top secret, et elle fut classée à la fin du mois de mai. Les lieux furent interdits d'accès pendant 3 ans. Eh ben, sacrée histoire, hein. Mais c'est pas fini, et non. Ah, je vous ai raconté l'histoire, les circonstances abominables qu'ont enduré ces 9 pauvres jeunes gens. Mais il y a des théories de ce qui s'est réellement produit.
Mais je vais pas vous présenter les théories comme ça. Dire, oh, ben là, on va le faire dans une ambiance un peu plus, moins hivernale, une ambiance un peu plus théorie du complot. Vous savez ce que je veux dire? Et oui. Bienvenue pour ce premier épisode de SCP Conspiracy sur les théories du complot, sur l'affaire du col de Dyatlov. Donc, la première théorie qui semble la plus logique et la plus rassurante pour beaucoup, même si bon, logique, c'est logique qu'il soit mort, non, c'est logique qu'il soit, qu'il soit mort, est-ce que c'est rassurant? Enfin, si on peut parler de rassurant, parce que pour moi c'est pas rassurant qu'il soit mort, vous en doutez. Donc la première théorie est que les jeunes gens ont pu être surpris en pleine nuit par une coulée de neige. Et craignant d'être complètement ensevelis, ils auraient décampé aussi vite que possible, l'avalanche étant la cause de leurs graves blessures. Cependant, cette théorie ne semble pas tenir debout, parce que quand les secours atteignirent le campement, ils ne virent aucun vestige de la coulée de neige et la partie supérieure de la tente, rappelons-le, était endommagée par les lacérations au couteau faites de l'intérieur. C'était naturellement affaissé sous le poids de la neige, qui était tombée depuis le jour du drame. Néanmoins, les mâts retenant la tente étaient, eux, encore bien droits. De même que les bâtons de ski qui posaient tout à côté. De plus, une petite lanterne était accrochée à l'extérieur de la tente. Donc on ne peut pas en déduire qu'aucun souffle d'avalanche n'est venu du camp. Et les enquêteurs en faveur de cette théorie ont avancé la possibilité que le vent avait sans doute effacé les traces de la coulée de neige. Eh oui, c'est ça. C'est pas une conspiration. Mais oui, théorie du complot. C'est pour ça qu'elle est là, cette vidéo-là. Et oui, je veux dire la vérité. La vérité est... Oui, enfin non, on va pas le dire parce que sinon, je suis dans la merde. Et dans ce cas, pourquoi le vent n'aurait-il pas effacé les traces des randonneurs? Comment de très graves blessés auraient pu être transportés par leurs camarades sur une distance de plus d'1 kilomètre? Sans parler qu'un de ceux-ci avait le crâne broyé et aurait dû mourir sur place, et qu'il aurait donc été inutile d'emporter son corps. Ce sont les empreintes retrouvées à une distance d'environ 500 mètres qui semblent infirmer cette théorie, car celles-ci ne correspondent pas à un transport de blessés. Maintenant, il y a la théorie numéro 2. Et celle-ci est qu'il s'agirait du peuple des Mansi. Et le peuple des Mansi, eh bien peut-être que les randonneurs ont été attaqués par les membres de la tribu Mansi, qui étaient furieux de voir leur territoire envahi. Or, les Mansi sont une tribu pacifique ayant de très bons rapports avec les Russes. Et de plus, aucune trace humaine ne fut retrouvée près du groupe des randonneurs. Hormis celle des randonneurs, mais aucune autre. Et les hommes de l'expédition auraient sans doute parlementé si un problème était survenu, et sans doute aurait-il été
capables étant de grands sportifs s'ils avaient été physiquement attaqués. Et ils ne se seraient pas enfuis comme si le diable courait à leur trousse. Même si bon, moi je cours pas derrière les gens. Je vais pas me faire chier à... Même Satan ne le fait pas. Et donc, cette deuxième théorie n'est pas du tout convaincante. Et donc, on oublie. Or, il y a maintenant la troisième théorie. Ce serait celle de l'essai d'une arme secrète soviétique ou l'explosion accidentelle d'un missile à proximité de la tente. Et donc, les arguments pour cette théorie est que dans l'observation de deux phénomènes, les victimes présentaient sur le visage un bronzage brun foncé et un taux de radioactivité relativement élevé sur leurs vêtements. Lev Ivanov, enquêteur en chef, dompteur GIGR en main, a gravi les pentes du Kholat Syaghi et s'est aperçu que tout le site était radioactif, et tout particulièrement le campement. Et les partisans en faveur de la thèse du missile expliquent que le transport d'un tel engin provoque une combustion d'oxygène, ce qui aurait pu pousser les campeurs, suffoquant littéralement à l'intérieur de leur tente, à s'en échapper et à courir vers la forêt. Certains d'entre eux auraient trébuché et les rochers dépassant légèrement de la couche de la neige, et ces chutes seraient responsables des graves blessures constatées. Sur Ludmila, Nicolas, Thibaut et Alexander, qui, comme nous l'avons vu plus haut, possèdent des blessures telles qu'on pourrait croire qu'ils ont été percutés par un véhicule lancé à très grande vitesse. Mais il est difficile donc d'imaginer de telles blessures juste en percutant des rochers dépassant de la neige et les faisant tomber de leur propre hauteur. Mais un autre élément va infirmer la théorie du missile. Il n'y a aucune trace d'explosion qui n'a été retrouvée sur le site. Bon, maintenant on rentre un peu plus dans théorie, conspiration et tout, Illuminati. Voilà, je pense que vous devinez. Oui, c'est peut-être la plus incroyable, mais il faut la prendre en compte parce qu'il semble qu'elle ne soit pas si exceptionnelle que ça. Vous allez voir pourquoi, mes petits démons. Chers camarades. Je viens de faire un accent allemand alors qu'on est en Russie. Oh bordel. Mais cette théorie met donc les ovnis et peut-être même les extraterrestres. Et ouais, ils sont toujours là eux. Toujours pour faire un mauvais coup. Enfin bref. À 50 km du sud, au lieu du drame, campait un autre groupe de randonneurs qui étaient des étudiants en géographie. Ils ont vu dans la nuit du 1er au 2 février 1959 d'étranges sphères lumineuses de couleur orange évoluer au-dessus du Kholat Syaghi. Et c'est un témoignage qui a été recueilli par le leader des jeunes randonneurs par les enquêteurs. Et les mêmes sphères ont été revues à plusieurs reprises dans la région d'Idvel les mois de février et mars 1959. Les témoins de ces faits sont de simples civils mais aussi des membres des forces armées ou du service météorologique. C'est peut-être ces témoignages qui ont poussé les autorités à classer l'affaire top secret. Les mutilations d'animaux, notamment de bétail, rappellent étrangement les blessures violentes des 3 membres du groupe. Prenons l'exemple de 2 bœufs morts en Angleterre au mois de mai 1992, qui sont morts dans des circonstances pour le moins étranges, dont des lumières avaient été observées juste au-dessus du pré dans lequel ils se trouvaient. Au décès du deuxième bovidé, une autopsie a été réalisée qui révéla que l'animal avait la cage thoracique broyée ainsi que d'autres os et organes également broyés. Et aucune blessure n'était apparente de l'extérieur
et le rapport conclut que l'animal avait dû être renversé par quelque chose de très volumineux et soumis à une forte force considérable. Les rapports d'autopsie des deux affaires semblent bien, donc similaires. Mais il est aussi inutile de dire que quand on aborde les mutilations humaines, nous montons d'un cran dans l'horreur. Le cas le plus célèbre fut celui d'un homme de nationalité brésilienne, âgé de 53 ans, qui fut retrouvé en 1994 dans le réservoir de Guarapiranga, qui est un lac artificiel situé au sud de la ville de Sao Paulo. Lors de l'autopsie, le médecin légiste put observer que plusieurs parties de la tête avaient été prélevées, l'œil gauche, l'oreille gauche, les lèvres, la langue et la moitié de la mâchoire du bas. De plus, c'est un peu dégueu, mais voilà, l'anus avait été prélevé et le torse de la victime présentait 2 trous parfaitement circulaires et symétriques par où avaient été aspirés les organes internes. Et le pire de tout, ce qui est encore pire, c'est que les victimes sont probablement vivantes lors des prélèvements d'organes et on ignore totalement le but d'un tel acte. Et fait très important, les membres du groupe avaient photographié les fameuses sphères lumineuses ainsi que révéla le développement de la pellicule d'un appareil photo retrouvé sous la tente. Mais non, on passe à ma 5e théorie qui est la que je préfère de toutes. En plus c'est vrai, je crois en cette théorie parce que vous verrez à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Parce que là vous savez pas où je suis, là il y a peut-être des crédits, il y a peut-être mis derrière moi SCP. Mais voilà, mais je suis pas vraiment là. Non. Vous verrez à la fin. Enfin bref, pour moi la 5e théorie qui m'a préférée, c'est l'homme sauvage. Ou l'homme des neiges. Enfin vous allez voir après. C'est ma préférée, bordel. Oui, ma préférée. Car dans les photos prises par les randonneurs, une surprise attendait les enquêteurs. Ils découvrirent des clichés montrant une créature velue, de haute taille et de couleur sombre. Elle se tenait debout, près d'un arbre recouvert de neige. La photo qui semble confirmer les notes d'un des étudiants dans son journal, qui disait qu'à partir de maintenant, nous savons que les hommes des neiges existent. Ils peuvent être rencontrés dans le nord de l'Oural, près de la montagne Ortorton. Mais en fait, les hommes sont loin d'être un mythe. Ces êtres velus, situés à mi-chemin entre l'animal et l'homme, ont été aperçus dans le monde entier. Et on en a souvent entendu parler sous le nom de l'abominable homme des neiges, ou Yeti, qui serait réputé pour hanter les montagnes de l'Himalaya. Mais le Yeti a de nombreux cousins comme la mastie, dans le Caucase, le barmanou, dans la partie du pakistanaise de l'Hindou, ainsi que le Yiren dans la province chinoise du Hubei, le Yomi en Australie, ou encore le Bigfoot et le Sasquatch aux États-Unis et au Canada. Ils n'ont jamais été capturés, mais ils laissent des empreintes en quantité, qui sont d'une taille impressionnante, et des moulages ont été prélevés et classés à travers le monde. Et près de la tente du groupe des randonneurs, si des empreintes d'hommes sauvages ont été relevées, aucune information n'a été filtrée les concernant. En 2014, l'explorateur américain Mike Libecki a eu l'opportunité d'interroger 2 des personnes ayant participé aux recherches à l'époque. Ces 2 personnes sont 2 étudiants qui avaient rejoint les premiers le campement, comme je l'avais raconté au début de l'histoire. Et pendant toutes ces années, ils ont obstinément gardé le silence. Et pourquoi? On ne le sait pas, mais en 2014, ils ont heureusement parlé, et ceci avant de disparaître. Ils ont en effet relevé ce jour-là des traces à côté de celles des randonneurs, qui étaient de grande taille et très profondes, qui ne pouvaient pas appartenir à aucun être humain. Et une vieille femme de la tribu Mansi raconta également que son peuple connaissait de nombreuses histoires concernant
des créatures vivantes dans les bois. Jeune, elle avait accompagné ses parents à la chasse pour aider à porter la viande et soudain, un sifflement horrible se fit entendre dans la forêt. Elle et les siens furent saisis d'effroi car ils savaient pertinemment que ce bruit émanait d'un menk, un homme sauvage velu dont la taille oscille entre 2 et 3 mètres. Habituellement, ils attaquent des cerfs dont on retrouve régulièrement les cadavres avec la nuque arrachée, qui est un point commun avec la pauvre Lunmila. Alors, se pourrait-il qu'elle ait pu s'attaquer également aux hommes? Des attaques ont été répertoriées en Union soviétique, notamment de 1925 à 1953, nécessitant à chaque fois l'intervention de l'armée, et il est dit également qu'une de ces créatures fut abattue par l'armée, mais cela reste à voir. Et le menk serait-il le suspect idéal dans notre triste affaire? On sait qu'ils ont pu entendre du bruit, voire approcher la créature par la lacération faite de l'intérieur de leur tente, puis être pris de panique. Vu la taille de leurs agresseurs, celui-ci a pu infliger de terribles blessures à ses victimes et une simple étreinte de ses bras pouvait facilement broyer le plus solide des humains. Et de plus, le fait que la langue de Lunmila fut arrachée, c'est un organe que le menk semble apprécier particulièrement. C'est quoi ce bordel? Oh, c'est quoi cette diablerie? J'en fous, je me suis dit. Et voilà mes petits. Mais, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé réellement à ces jeunes randonneurs. Mais ce qui n'en reste pas moins, c'est que nous tous, nous devons rendre hommage à ces 9 jeunes personnes, âgées simplement d'une vingtaine d'années, qui avaient encore une longue vie devant eux, et dont leur vie a été violemment enlevée. Et à toute cette souffrance, cette peur, cette terreur qu'ils ont dû ressentir, comme à Lunmila, qui a été violemment outragée sans aucune pitié, et enfin à leur famille, qui vont faire leur deuil sans savoir exactement ce qui est arrivé à leurs enfants. Et aujourd'hui, depuis quelques années, une stèle a été érigée sur les lieux pour commémorer la mort des 9 jeunes personnes. Et à leur mémoire, il ne faut jamais les oublier, et il ne faut jamais oublier leur nom, et j'espère qu'un jour, nous saurons exactement ce qui s'est passé. Même si pour moi je sais ce qui s'est passé, c'est les aliens, les Bigfoot. Oui, là-bas. Oui, il est là-bas, je le vois. Oui, parce que là en fait, je vous le dis, je suis au col Dyatlov. Oui, je suis allé tout seul. Sans rien, sans sac, sans rien du tout. Juste avec mon cerveau un peu irradié et tout, ma tête de chétane et tout. Enfin bref. Oui, vous qui m'entendez là-bas, en haut, je vais vous choper. Et toi là, le Yeti, le mec, ou je sais plus comment t'appelles. Je vais te... Ouais, tu peux me faire ta tête là. Je vais pas peur. Yalla, tu peux venir, moi je t'attends. Je t'attends. Je vais te poter le cul. Enculé. Bon, je vais aller le choper mes petits démons. Je vais aller choper les aliens et les Yeti et je vais résoudre cette affaire. Je vais essayer. Sinon c'est tout pour moi. J'espère que ce spécial Noël vous aura plu. Voilà. Et surtout, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Allez. Ciao, 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 ciao.